Mon père est mort d'une crise cardiaque foudroyante. Il m'a laissé son entreprise, un empire à plusieurs millions. Je croyais recevoir une bénédiction. En fait, c'était un piège. Des cadres véreux, des amis hypocrites, même des avocats que je croyais loyaux, tous sont venus pour me dévorer. J'étais trop naïve, trop occupée à faire la fête. En 6 mois, j'ai tout perdu. Mon nom fait rire, je vis sur le canapé d'une amie. Et je n'ai plus rien. Sauf un message de mon père. Le dernier. Celui que je n'avais jamais pris le temps d'écouter. Jusqu'à aujourd'hui. J'étais sur un rooftop en plein cœur de Paris, en train de danser avec un inconnu. Il sentait le luxe et les ennuis, pile ce qui m'attirait. Mon téléphone vibrait, enterré quelque part dans ma pochette. J'ignorais l'appel. Puis la musique s'est brièvement arrêtée, et j'ai vu l'écran clignoter, papa mobile. J'ai répondu en riant. Tu m'appelles à cette heure-là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce n'était pas sa voix. C'était son assistant. Et c'est comme ça que j'ai appris que mon père était mort. Crise cardiaque massive. Foudroyante. Mon verre m'a échappé. Le verre s'est brisé, mais je n'ai même pas sursauté. J'étais figée au milieu de la piste, pendant que tout le monde me regardait. Les obsèques furent à huis clos. Des centaines de personnes sont venues, pour la plupart, des hypocrites. Mon père avait bâti un empire de ses propres mains, immobilier, BTP, logistique, même un peu de tech. Tout le monde voulait un morceau. Maintenant qu'il était parti, il voulait ce qu'il laissait derrière lui. Je n'avais plus de mère depuis mes premiers mois. Il n'y avait toujours eu que lui et moi. Et il m'avait tout donné, école privée, vêtements de luxe, carte illimitée. Il m'avait supplié de m'impliquer dans l'entreprise, d'apprendre, d'assister aux réunions stratégiques. Mais je répondais toujours la même chose. Plus tard, papa. Je profite de ma vie maintenant. Et il souriait, comme s'il avait tout le temps du monde. Mais il ne l'avait pas. Le testament était limpide. Tout, absolument tout m'était légué. Sa fille unique. Et c'est là qu'ils sont arrivés. Au début, ils souriaient. Présentaient leurs condoléances. Me traitaient de courageuse, d'élégante, de forte. Ils me disaient à quel point mon père était fier, qu'il parlait toujours de moi. Mais derrière leur sourire, je voyais autre chose. De la faim. Ils venaient avec des contrats, des fusions, des offres de conseils. Certains utilisaient des mots complexes que je ne comprenais même pas. D'autres me proposaient de gérer les choses pendant que je faisais mon deuil. Et j'étais assez stupide pour leur faire confiance. En quelques semaines, j'avais signé des parts de contrôle. Je ne savais même pas ce que ça signifiait. L'avocat de mon père, celui qui m'envoyait encore des cartes d'anniversaire avec des chèques à 4 chiffres, a bradé nos meilleurs actifs en prenant une commission. Le DAF, en qui j'avais une confiance aveugle, a vidé les comptes via une réaffectation temporaire que je n'avais jamais validée. Je continuais de sortir. Je ne voulais pas penser. Et à chaque retour, une nouvelle part de l'entreprise avait disparu. Quand j'ai compris ce qui se passait, c'était trop tard. Ils avaient tout siphonné. Et le pire? C'est que je me suis souvenu de ce que mon père m'avait dit. Trop tard pour que ça serve. Un jour, ils viendront pour toi, ma chérie. Et ce jour-là, il faudra que tu sois prête à te battre. Mais je n'étais pas prête. J'en ignorais même les règles du jeu. Aujourd'hui, j'écris ça depuis le canapé du studio de mon ancienne coloc. Je n'ai plus d'économie. Plus d'actifs. Plus d'avocats. Plus d'entreprises. Plus de futur. Je ne sais pas quoi faire. Et vous? Que feriez-vous si vous perdiez tout avant même d'avoir appris à vous défendre? J'ai tenté d'appeler l'avocat de mon père, celui en qui j'avais le plus confiance. Messagerie directe. Même chose pour le DAF, le directeur des opérations, et même l'assistante de direction qui me ramenait mon café avec des cœurs dessinés sur le couvercle. Disparu. Comme évaporé. Je n'avais même plus accès au bureau. Mon badge ne fonctionnait plus. Le vigile, celui qui m'appelait Mademoiselle A, n'a même pas soutenu mon regard quand il m'a demandé de partir.
Je me souviens du silence dans le hall, de mes talons qui claquaient sur le marbre, du vide glacial alors que je quittais l'immeuble pour la dernière fois. En rentrant à mon ancien appartement, j'ai découvert que le courant avait été coupé. Le courrier s'empilait, relance, lettres d'huissier, mise en demeure. Tous les comptes de mon père, ceux qui finançaient mon train de vie, avaient été gelés. Officiellement, à cause d'enquêtes en cours. Détournement de fonds. Escroquerie. Mais pas contre lui. Contre moi. Quelqu'un avait transféré des sommes énormes via des comptes à mon nom. Des sociétés écrans. Des montages juridiques dont j'ignorais l'existence. Et maintenant, c'était moi que les autorités voulaient interroger. Je me suis retrouvée seule dans mon Penthouse, plongée dans le noir, à contempler la skyline de Paris, en comprenant que j'étais le bouc émissaire. Ils avaient utilisé mon ignorance comme une arme. Et maintenant, c'était moi qui allais tomber, pendant que s'en sortait, propre. J'ai tenté de joindre les derniers contacts qui répondaient encore à mes messages. Il n'en restait pas beaucoup. Certains m'ont répondu poliment. D'autres m'ont carrément ignoré. Un en particulier, un investisseur que j'avais fréquenté, a éclaté de rire. « Tu pensais vraiment être une dirigeante ?» a-t-il lancé. « Tu n'étais qu'un pion, une façade. Le temps qu'on trouve mieux. » Ce soir-là, j'ai fait mes valises. 2 sacs. Le reste ? Vendu. Mes chaussures, mes bijoux, même la montre que mon père m'avait offerte pour mes 21 ans. C'était ça ou ne pas manger. J'ai appelé Jenna, mon ancienne coloc d'université. On ne s'était pas parlé depuis plus d'1 an, mais elle m'a ouvert sa porte sans poser de questions. Elle m'a servi du vin, des sushis bas de gamme, et j'ai fondu en larmes sur son parquet. Je devais diriger un empire, j'ai chuchoté. Aujourd'hui, j'ai même plus de quoi acheter du papier toilette. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis, ton père t'avait prévenu, non ? J'ai hoché la tête. Et sa voix a commencé à résonner dans ma tête. Encore et encore. Je voulais t'apprendre. Tu me disais toujours plus tard. Mais dans les affaires, plus tard n'existe pas. J'ai ouvert sa vieille mallette, celle que j'avais réussi à sauver. À l'intérieur, une enveloppe scellée. Jaunie, usée. Mon prénom griffonné dessus, à l'encre noire. Je ne l'avais jamais remarqué. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes. Un seul feuillet. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Cela signifie que soit tu as pris les choses en main, soit tu as tout perdu. Si c'est le deuxième cas, ne panique pas. Tu es plus maligne que tu ne le crois. Commence par le dossier rouge dans mon bureau, celui derrière la bibliothèque. Et surtout, cesse de faire confiance au sourire. Dans les affaires, il n'y a pas d'amis. Mon cœur s'est serré. Le dossier rouge. Je m'en souvenais. C'était la bibliothèque que j'utilisais pour poser mon téléphone quand je prenais des selfies. Mais le bureau ? Il avait été vidé. Saisi avec le reste de l'entreprise. Sauf s'il en avait laissé une copie quelque part. Et soudain, je me suis souvenu d'un truc étrange, un détail qui n'avait pas fait sens sur le moment. 3 semaines avant sa mort, il m'avait proposé de déjeuner ensemble. J'avais décliné, j'avais un rendez-vous au spa. Mais il m'avait envoyé un message qui m'était resté en tête. Si tu refuses que je t'apprenne, alors au moins lis ce que j'ai laissé. Tu en auras bientôt besoin. Je n'avais pas compris, à l'époque. Mais maintenant, tout devenait clair. Et j'ai su ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai emprunté la vieille Clio de Jenna. L'air conditionné ne fonctionnait plus, la radio grésillait, mais je n'y prêtais aucune attention. Je roulais vers ce que je croyais être ma dernière chance. C'était un vieux local commercial en périphérie de Lyon, la dernière propriété que mon père avait achetée. Elle était enregistrée au nom d'une de ses anciennes sociétés écrans. Je me souvenais à peine de ce bâtiment, juste un vague souvenir d'un dîner où il avait dit « Cet immeuble n'a l'air de rien, mais il cache plus qu'il ne montre ». À l'époque, je faisais défiler Instagram pendant qu'il parlait. Les fenêtres étaient condamnées, mais la porte latérale avait toujours un digicode. J'ai tenté sa date d'anniversaire. Puis la mienne. Rien. Et là,
Je me suis souvenu, il utilisait toujours le même mot de passe quand il voulait me tenir à l'écart. La date de naissance de ma mère. Clic. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de poussière. Les meubles étaient recouverts de draps. Mais il y avait encore du courant. Dans une pièce au fond, là où il plaisantait toujours en disant « Je garde mes secrets ici », se trouvait une bibliothèque étroite, vissée au mur. J'ai tiré chaque livre jusqu'à ce que l'un d'eux clique. La bibliothèque entière a basculé, comme dans un film. Derrière, un coffre. Massif. En acier. Blindé. Je n'avais pas le code. Mais sur le dessus, un post-it. Écrit de sa main. Si elle est là, c'est qu'elle a enfin compris. En dessous, 6 chiffres. Mon score au bac. Celui qu'il avait fait encadrer et qu'il appelait l'examen le plus cher que j'ai payé. Le coffre s'est ouvert dans un grincement. À l'intérieur, un dossier rouge, une clé USB et un vieux téléphone prépayé. J'ai ouvert le dossier. Ce n'étaient pas des documents juridiques. C'était bien pire. C'était de la preuve. Des vrais. Des preuves contre ceux qui m'avaient trahi. L'avocat. Le DAF. Même certains membres du conseil d'administration, ceux qui m'avaient prise dans leurs bras aux funérailles, la voix tremblante d'émotion. Relevé bancaire. Enregistrement d'appel. Fondation cachée. Ils préparaient ce coup depuis des mois. Peut-être même des années. Certains avaient planifié des réunions secrètes la semaine même où mon père est mort. Ce n'était pas de l'opportunisme. C'était prémédité. La clé USB contenait des vidéos. Caméra cachée. Conversation enregistrée. Un des mentors y proposait même de vendre des secrets industriels à un concurrent, tant que la transaction restait discrète. Je frissonnais. Mais le pire, c'était la dernière vidéo. Mon père. Filmé quelques semaines avant sa mort. Si tu regardes ceci, c'est qu'ils ont agi plus vite que je ne le pensais. Et que tu ne m'as pas écouté, pas avant maintenant. Mais ce n'est pas fini. Utilise ce que je t'ai laissé. Reprends ton nom. Mais sache-le, plus tu creuseras, plus ce sera sale. Et certains essaieront encore de te détruire. Pour de bon cette fois. Je suis restée figée. Main tremblante. Cœur au bord de l'explosion. Puis, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix d'homme. Calme. Professionnelle. Mademoiselle Adams. J'ai reçu l'instruction d'appeler ce numéro s'il était un jour activé. Votre père m'a engagé comme conseiller juridique privé, à l'écart du conseil. Je crois comprendre que vous êtes dans une situation délicate. Je n'ai rien dit. Mademoiselle Adams, je peux vous aider. Mais il faut agir vite. Vous n'êtes pas en sécurité. Pas tant que vous n'aurez pas retiré la première pièce de l'échiquier. Clic. Il avait raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise par terre, chez Jenna, entourée de feuilles, mon ordi portable allumé. J'épluchais chaque nom, chaque fichier. Et tout devenait limpide. Ce n'était pas un simple coup de force. C'était une trahison orchestrée. Mon père avait tout prévu. Il les avait vus venir. Et maintenant, c'était à moi de décider. Soit je disparaissais comme il l'espérait. Soit je devenais celle que mon père avait rêvé de voir émerger, celle qui savait comment contre-attaquer. Le lendemain matin, j'ai réservé un espace dans un coworking de la Défense, sous un faux nom et avec une carte prépayée. Jenna n'a posé aucune question quand je lui ai dit que je partais pour la journée. Je pense qu'elle a compris, quelque chose avait changé. Je n'étais plus en colère. J'étais déterminée. Première étape, retrouver l'avocat du téléphone. Je lui ai envoyé un simple SMS, prêt à parler. Il m'a répondu dans la minute avec un lieu et une heure. Pas de signature. Pas de nom. Nous nous sommes retrouvés dans une taverne grecque presque vide, dans un coin tranquille de Montreuil. Il était dans la quarantaine, vêtu sobrement mais avec une autorité silencieuse. Pas de cravate. Regard perçant. Un épais dossier déjà posé sur la table.
Je m'appelle Victor, a-t-il dit calmement. Votre père m'a engagé il y a 2 ans quand il a commencé à douter de ses associés. Il ne faisait plus confiance à son cabinet habituel. Il était prudent. Je me suis penchée vers lui. Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de vous? Victor a soutenu mon regard. Parce que vous n'étiez pas prête. Jusqu'à maintenant. Dans le dossier, il y avait tout, procuration, fiducie d'urgence, et surtout des documents prouvant que plusieurs signatures de contrats de vente avaient été falsifiées. L'avocat et le DAF avaient utilisé un faux mandat pour vendre les actifs de la société dans mon dos. Victor avait déjà déposé une requête en justice, qui dormait au tribunal depuis des semaines. Vous avez 2 options, dit Victor. Les laisser finir ce qu'ils ont commencé, ou les frapper là où ça fait mal. Et comment je fais ça, ai-je demandé. Il a fait glisser un autre document devant moi. Avec ça. Une liste de filiales, pas celle que j'avais perdue. Celle qu'il n'avait pas encore repérée. Des sociétés que mon père avait dissimulées volontairement. Certaines généraient encore des millions d'euros de revenus passifs. Et l'une d'elles, une boîte de conseil basée à Toulouse, avait un contrat de licence avec un grand groupe de logistique. Celle-là, ils l'ont manquée, dit Victor. Ou alors, ils ont cru que vous ne la retrouveriez jamais. J'ai murmuré, ils pensaient que j'étais idiote. Victor a hoché la tête. Ils ont misé le dessus. On a dressé un plan. Étape 1, reprendre le contrôle des actifs oubliés. Étape 2, faire fuiter les preuves de fraude pour déclencher une panique au sein du conseil. Étape 3, convoquer une assemblée générale d'urgence et forcer un vote pour les évincer, preuve à l'appui. Mais il vous faut des alliés, m'a averti Victor. Et pour l'instant, personne ne vous considère comme une menace. Ça m'a donné une idée. Ce soir-là, j'ai fait mon premier coup. Sous un pseudonyme, j'ai envoyé un signalement anonyme à un blog économique connu, dénonçant une possible fraude au sein de l'entreprise avec des références précises que seuls les membres du conseil pouvaient comprendre. Ensuite, j'ai fait suivre la même alerte à 3 entreprises concurrentes, celle-là même qui avait tenté d'acquérir la nôtre quelques années auparavant. Le lendemain matin, le standard de la boîte était submergé. Les investisseurs paniquaient. 2 membres du conseil ont démissionné dans la journée. Les requins saignaient enfin. Victor m'a appelé, sa voix posée, mais admirative. Vous venez de tirer le premier coup. Ils vont réagir. Vous le savez, n'est-ce pas? J'espère bien, ai-je répondu. L'après-midi même, je suis entré dans une agence bancaire du centre de Paris, où l'un des comptes cachés était domicilié. J'ai utilisé ma pièce d'identité, mes anciens accès, et le mandat de Victor pour faire lever le gel du compte. Quand le conseiller a vu le solde, il a blêmi. Mademoiselle Adams, vous êtes consciente que ce compte contient plus de 2,1 millions d'euros? J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Je le suis maintenant. Ce soir-là, j'ai payé 3 mois de loyer d'avance à Jenna. Puis j'ai réservé une chambre d'hôtel sous un faux nom et j'ai installé ma salle de guerre, ordinateur, téléphone jetable, sauvegarde cryptée. Je ne comptais pas juste récupérer ce qu'on m'avait volé. Je comptais leur faire regretter de m'avoir sous-estimé. Mais une question me hantait encore. Pourquoi avait-il agi pile au moment où mon père est mort? Et surtout, que s'est-il vraiment passé ce soir-là? La question me rongeait, pourquoi maintenant? Mon père était en parfaite santé. Aucun antécédent cardiaque. Il avait une hygiène de vie irréprochable, des bilans médicaux réguliers, et une routine quasi militaire. Et pourtant, il était tombé, mort sur le coup. Crise cardiaque. Affaire classée. Mais si ce n'était pas une crise cardiaque? J'ai appelé l'hôpital où il avait été transféré, me faisant passer pour son assistante. Aucune info. Dossier médical transmis au avocat de la famille. Les mêmes qui m'avaient trahi. Alors j'ai suivi une autre piste. Je me suis souvenu du nom du premier secouriste arrivé sur les lieux. C'est lui qui avait laissé un message vocal le soir du drame. Je ne l'avais jamais rappelé, mais j'avais gardé le message. Nous le transférons à Mercy, effondré à son domicile. Venez immédiatement. En fouillant les bases de données en ligne, j'ai retrouvé son profil LinkedIn. Je lui ai écrit.
Pas de réponse. Alors je suis allée là où il travaillait en extra, un petit bar à Montrouge, où il faisait la sécurité les week-ends. Il m'a reconnue dès que je suis entrée. Son regard l'a trahi. Vous êtes la fille, a-t-il dit doucement. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Il a hésité. Puis m'a emmenée derrière, dans une ruelle tranquille. Je ne devrais pas vous parler, a-t-il soufflé. J'ai déjà fait ma déposition. Je ne vous demande pas ce que vous avez dit, ai-je répondu. Je veux savoir ce que vous avez vu. Il a tiré sur sa cigarette. Longuement. Puis a parlé. Quand on est arrivé, il était déjà mort. À terre. Mais, des détails ne collaient pas. Quels détails? Il a jeté un regard nerveux autour de lui. Pas de traces de lutte. Mais aucun médicament dans la maison. Aucun anticoagulant, aucun cachet pour le cœur, rien. Pour un homme de son âge, avec un tel niveau de stress, c'est presque impossible. Ouvrez n'importe quelle armoire à pharmacie, vous trouverez au moins de l'aspirine. Chez lui. Juste du dentifrice et des lames de rasoir. J'ai froncé les sourcils. Vous pensez que... Je ne dis rien. Mais quelque chose sentait faux. Et puis, le décès a été classé en moins de 24 heures. Les avocats ont tout verrouillé. Trop vite. Beaucoup trop vite. Je suis restée là, figée, tandis qu'il retournait dans le bar. De retour à l'hôtel, j'ai rouvert le dossier rouge. J'ai passé chaque document en revue, chaque ligne. Je cherchais une faille. Et je l'ai trouvée. Un événement inscrit sur un vieux calendrier numérique, archivé dans un cloud oublié. Dîner avec Charles le DAF. Une semaine avant la mort de mon père. Lieu, un cercle privé, très sélect, réservé aux gros poissons du monde des affaires. Je savais ce que je devais faire. Le lendemain, j'y suis allée. Habillée sobrement mais avec autorité. Tailleur noir, les cheveux tirés, la montre ancienne de ma mère au poignet. À l'accueil, j'ai dit que je venais régler un différend personnel avec Charles. Pas de nom de famille. Pas de détails. Ils m'ont fait entrer sans poser de questions. Preuve qu'il était connu ici. Ils m'ont conduite dans un salon privé. Et là, il était. Charles. L'ami de mon père. Le gestionnaire de ses comptes. Celui qui me souriait avec pitié pendant la lecture du testament, alors qu'il me dépouillait dans mon dos. Il m'a vu. Il a pâli. Amélie, a-t-il murmuré, posant son verre. Quelle surprise. Je ne me suis pas assise. Je sais ce que tu as fait. Il a souri, lentement. Un sourire faux. Tu vas devoir être plus précise. J'ai sorti une clé USB. Je l'ai posée devant lui. Relevé bancaire. Société écran. Toi et ce cabinet à Chypre. Je continue. Son sourire s'est effacé. Je me suis penchée. Mon regard était glacial. Tu as 48 heures. Je veux la restitution de tes parts. Ta démission du conseil. Et un communiqué public reconnaissant ta mauvaise gestion. Sinon, ce contenu ira à la presse. Et au parquet financier. Il m'a regardé comme si je venais de lui planter une lame entre les côtes. Tu crois pouvoir m'intimider? Non. Mais je pense que ta femme sera ravie d'apprendre où est passée votre épargne retraite. Il a blêmi. Je me suis retournée pour partir. Mais il a lancé dans mon dos. Tu sais au moins qui était ton père? Avec qui il faisait affaire? Les secrets qu'il gardait? Je me suis figée. Tu n'étais pas faite pour ce monde, Amélie. Tu n'étais qu'une vitrine. Une distraction. Je me suis retournée, le regard brûlant. Peut-être. Mais maintenant, je suis l'orage. 2 jours plus tard, Charles annonçait officiellement sa démission. Le communiqué était propre, calibré, rédigé par des pros de la communication de crise. Départ pour raisons personnelles, respect profond pour feu Monsieur Adams, volonté de faciliter une transition en douceur. Que des mensonges. Mais en coulisses, c'était le chaos. Le conseil d'administration paniquait.
Les actionnaires appelaient en boucle. Certains qui ne répondaient plus à mes appels un mois plus tôt m'envoyaient maintenant des mails pour reprendre contact. J'ai accepté un rendez-vous avec l'une d'entre eux, Rachel Klein. Une actionnaire minoritaire, qui m'avait un jour qualifiée de « belle plante avec une carte platine ». Cette fois, elle m'a accueilli avec le sourire. « Tu as provoqué un beau tremblement de terre », a-t-elle dit en buvant son café. « Non », ai-je répondu calmement. « Je nettoie les décombres. » Elle m'a souri. « Je t'ai sous-estimé. »« Vous l'avez tous fait. » Rachel s'est penchée. « Tu as du feu en toi, je te le reconnais. Mais le feu, seul, ne suffit pas. Ces gens-là ne se protègent pas. Ils éliminent. Vous me menacez ? Je t'offre une alliance. Je ne bougeais pas, je ne veux pas de compromis. Je veux ce qui m'appartient. » Elle a reposé sa tasse. « Tu n'y arriveras pas seul. Il te faut un bloc d'actionnaires. Des votes. Du poids. Des gens comme moi. Et votre prix ? Simple. Tu me ramènes au conseil. Siège, droit de vote. En échange, je t'aide à reprendre le contrôle total. Et ensemble, on relance l'entreprise. Pas vers le gouffre qu'il creusait. Vers ce qu'elle aurait dû devenir. Je ne lui faisais pas confiance. Pas du tout. Mais elle avait raison. Victor m'a confirmé mes soupçons le soir même. Rachel avait une réputation de stratège redoutable. Mais elle contrôlait, via des petits porteurs discrets, plus de 11% des parts. De quoi faire basculer le vote. J'ai accepté. À une condition, qu'elle renonce à toute immunité juridique pour ses actions passées. Si je tombais, elle tombait avec moi. Elle a signé. Nous étions partenaires. Dès la fin de la semaine, j'ai convoqué une assemblée générale extraordinaire. Statutairement, j'en avais le droit et désormais, le nombre de signatures pour l'imposer. Victor a déposé tous les documents. Une salle de conférence discrète, dans un hôtel du centre de Paris, fut réservée sous un nom de code. La veille au soir, quelqu'un a glissé une enveloppe sous la porte de ma chambre d'hôtel. Pas de nom. Pas de mots. À l'intérieur, une photo Polaroid. Mon père. Dînant avec Charles et un autre homme. Je ne le reconnaissais pas, cheveux gris, silhouette fine, une cicatrice sous l'œil gauche. Derrière la photo, une écriture soignée. Demande à Rachel qui sait. Elle sait. Je suis restée figée. J'ai montré la photo à Victor. Lui non plus ne connaissait pas cet homme. Mais son visage me disait quelque chose. Comme un souvenir d'enfance flou, un visage de l'ombre, toujours à la périphérie. Le lendemain matin, avant le vote, j'ai retrouvé Rachel dans le hall de l'hôtel. Je lui ai tendu la photo. Elle est devenue livide. « Où as-tu eu ça ? Qui est-ce ? » Elle a hésité. Puis, d'une voix basse, Silas Monroe. Banquier privé. Il s'occupait des choses délicates. À l'étranger. Quel genre de choses ? Dessous de table. Corruption. Et quand il le fallait, disparition. J'ai senti le sol vaciller. Tu veux dire que mon père ? Elle m'a coupé net. Je dis que tu n'as pas connu toute l'histoire. Il y avait des pans de son empire qui n'apparaissaient pas sur les rapports financiers. J'avais envie de hurler. De tout nier. Mais je ne pouvais pas. Parce que quelque part en moi, j'avais toujours senti qu'il y avait plus. Que mon père avait construit quelque chose de trop vaste pour être totalement propre. Rachel me fixa, très sérieusement. Quoi qu'il soit arrivé à ton père, ce n'était peut-être pas juste une histoire de pouvoir. C'était peut-être personnel. Et là, tout s'est bousculé. Est-ce que Charles avait agi seul ? Ou suivait-il des ordres ? Et surtout, où était passé Silas Monroe ? Mon père m'avait dit un jour, chaque fortune cache une part d'ombre. Et plus la fortune est grande, plus l'ombre est profonde. J'étais en train d'y pénétrer. Et je ne savais pas si j'allais en ressortir. L'assemblée générale commença à 9 heures précises. Je suis entrée dans la salle de conférence, talons claquant sur le sol en marbre, vêtue d'un tailleur noir impeccable. Le silence s'est fait.
Pas un sourire. Pas un mot. Juste des regards froids, méfiants. Des calculs silencieux. Parfait. Victor était à mes côtés, distribuant à chaque actionnaire un dossier bien ficelé, preuve de fraude, transactions illicites, signatures falsifiées. Tout classé. Tout vérifiable. Nous avions construit un dossier si solide que leur opinion n'importait plus. Seule la survie comptait. Et ils l'avaient compris. Rachel prit la parole en premier pour déposer une motion officielle, restructuration du conseil. Des voix s'élevèrent, indignées. Certains crièrent à la manipulation. Mais les votes étaient déjà alignés. Le résultat fut sans appel, 4 sièges vidés. Le PDG intérimaire. Le directeur juridique. Un actionnaire historique. Et Charles, qui n'avait même pas daigné se présenter. Lâche. Je me suis levée et j'ai pris le micro. Je ne suis pas là pour faire un discours, ai-je dit. Vous savez tous qui je suis. Vous me voyez comme une héritière frivole, perchée sur ses talons, vivant sur Instagram. Peut-être que j'ai été cette fille. Mais plus maintenant. J'ai brandi le dossier rouge. Mon père avait prévu ce moment. Il a tenté de me prévenir. Je n'ai pas écouté. Maintenant, je suis prête. Et voici ce qui va se passer. J'ai tout annoncé, audit indépendant de chaque service financier. Suspension immédiate de tout cadre refusant de coopérer. Révision des primes de direction. Et surtout, transmission des dossiers compromettants aux autorités judiciaires. Silence total. Puis, au fond de la salle, un vieil ami de mon père s'est mis à applaudir. Lentement. D'autres l'ont suivi. Pas tous. Mais assez. L'assemblée s'est close sur un murmure de panique et d'agenda bousculé. Sur le papier, j'avais gagné. Mais dans les faits, la riposte ne tarderait pas. Et elle ne se fit pas attendre. De retour à mon hôtel ce soir-là, je trouvais la porte entr'ouverte. Le verrou de sécurité avait tenu, de justesse. J'appelai immédiatement la réception. Personne n'avait été autorisé à monter. Les caméras de surveillance montraient un homme portant une casquette et des lunettes de soleil, montant directement à mon étage. Il avait disparu par les escaliers une fois repoussé. Je déposai plainte. La police prit l'affaire au sérieux. Mais je vis dans les yeux de l'inspecteur qu'il avait compris, ce n'était pas une tentative de cambriolage. « Quelqu'un vous en veut personnellement ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement sorti la photo de Silas Monroe. Il a levé un sourcil. « Vous le connaissez ?» « Pas vraiment, ai-je dit. Mais je crois qu'il me connaît, moi. » Le soir même, Victor m'appela. Sa voix était tendue. « Tu dois quitter l'hôtel. Maintenant. Quelqu'un a tenté de retirer de l'argent à ton nom dans une agence à l'autre bout de Paris. Et un autre a consulté tes déclarations financières publiques. » Je n'avais pas besoin d'explications. Il ne voulait plus juste m'effrayer. Il testait les limites. Je rassemblai mes affaires dans un sac et sortis par l'escalier de service. Jenna m'attendait 2 rues plus loin, moteur tournant. « Qu'est-ce qui se passe, Amélie ?» murmura-t-elle. Je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai juste ouvert ma main, révélant la clé USB. Ils ne veulent pas que je répare les choses. Ils veulent m'effacer. Nous avons roulé toute la nuit vers un Airbnb perdu dans la campagne. Pas de caméra. Paiement en liquide. Silence total. Victor nous y rejoignit au matin. Il tenait un dossier à la main. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il. » C'était le rapport du médecin légiste. Celui de mon père. Celui qu'on m'avait dit scellé. Il l'avait été. Mais quelqu'un avait demandé un accès exceptionnel. 2 jours après la mort. Et la signature sur cette demande ? Silas Monroe. Victor me regarda droit dans les yeux. Quoi que tu croyais, argent, pouvoir, trahison, c'est bien plus sombre. Il fit glisser une dernière page vers moi. Un rapport toxicologique. Discret. Caché en annexe. Présence de digitaline à faible dose, dit-il. Un poison végétal. Simule une crise cardiaque.
Presque indétectable. Parfait pour tuer sans laisser de traces. Je fixai la page. Les mots flottaient. Mon cœur tambourinait. Mon père n'était pas mort. On l'avait tué. Et quelqu'un avait tout fait pour que ça passe pour naturel. Ce n'était pas une prise de pouvoir. C'était une exécution. Et maintenant, c'était moi la cible. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause de la peur. À cause de la rage. Silencieuse. Mécanique. Glacée. Ils avaient tué mon père. Et ils pensaient encore pouvoir me contrôler. Me faire taire. Me faire disparaître comme une simple variable gênante. Ils avaient tort. Le lendemain matin, Victor et moi avons pris la route. Direction un homme dont mon père m'avait parlé une fois. Toujours sur le ton de la prudence. Presque comme un avertissement. Un certain Alton Reyes. Ancien agent de la police judiciaire, reconverti en détective privé pour les grandes fortunes. Mon père l'avait utilisé pour des vérifications discrètes, des recherches de fond, des dossiers sensibles. Si quelqu'un pouvait retrouver Silas Monroe, c'était lui. Il nous a donné rendez-vous dans une auberge isolée au fin fond du Loiret. Un vieux bar de campagne, embrumé, sans wifi ni réseau téléphonique fiable. Il avait le regard d'un homme qui ne souriait plus depuis longtemps et qui n'en voyait plus l'utilité. Je lui ai tendu la photo. Silas Monroe. Il l'a fixé un long moment. Puis il a levé les yeux. Tu es certaine de vouloir aller jusqu'au bout? Je n'ai plus le choix. Il a hoché la tête. Alors écoute bien. Ce qu'il m'a raconté a changé ma perception de tout ce que je pensais savoir. Silas n'était pas un simple banquier occulte. C'était un fantôme. Relié à des comptes offshore utilisés par des multinationales, des sociétés écrans basées au Luxembourg, à Hong Kong, dans les Caraïbes. Son nom apparaissait toujours à la périphérie de scandales, jamais au centre. Et il y avait plus. Je ne peux pas prouver qu'il a tué ton père, dit Reyes. Mais je peux t'assurer de ceci, la nuit de sa mort, Silas a réservé un vol privé. Décollage immédiat. Destination, le Panama. Il sortit une clé USB de sa poche. Voici les données de vol. Et plus encore. Une fois rentré, Victor a branché la clé sur un ordinateur isolé, sécurisé. Ce qu'on y découvrit confirma mes pires soupçons. Silas avait échangé des messages cryptés avec Charles, 6 mois avant la mort de mon père. Dans une de ces conversations, cette phrase. Le timing doit être parfait. Elle ne sera plus un problème au moment de la restructuration. Elle. Moi. Ce n'était pas seulement mon père qu'il voulait éliminer. Il m'avait également visé. La tentative de cambriolage à l'hôtel? Ce n'était pas une intimidation. C'était une répétition. Nous avons organisé tous les fichiers, toutes les preuves, dans un seul dossier, échanges, virements, déclarations falsifiées, manipulation de tests médicaux. Victor a déposé une demande d'injonction en urgence pour geler toute décision du Conseil pendant 30 jours. Et ensuite, je suis passé à l'offensive. Depuis une machine sécurisée, j'ai enregistré une vidéo. Pas de maquillage. Pas de mise en scène. Juste moi. Frontal. Déterminé. Je m'appelle Amélie Adams. Mon père, Richard Adams, n'est pas mort naturellement. Il a été empoisonné. Les hommes derrière ça sont encore libres. Et ils essaient de m'effacer. Je ne les laisserai pas faire. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Les médias ont relayé. Les titres ont explosé. Meurtre dans les hautes sphères? Une héritière contre son conseil d'administration. Poison, pouvoir et patrimoine, l'enquête d'Amélie Adams. Et eux? Silence. Pas de plainte. Pas de réponse. Pas de communiqué. Car ils savaient, le moindre faux pas validerait mes accusations. Le lendemain, 2 membres du conseil ont démissionné discrètement. Et le ministère de la Justice a gelé 5 comptes liés à Charles. Quant à Silas? Évaporé. Aucune trace dans les aéroports. Plus de mouvements bancaires. Identité brûlée.
Comme Reyes l'avait prédit, il n'a pas combattu le feu. Il s'est fondu dans les ombres. Mais peu importe. Car cette fois, c'est moi qui avais gagné. Pas proprement. Pas sans dégâts. Mais l'entreprise était de nouveau mienne. Et le monde entier connaissait désormais la vérité. Je suis retournée dans mon vrai bureau pour la première fois depuis presque un an. Tout était comme figé dans le temps. Une fine couche de poussière sur le bureau. L'odeur familière du cuir de son fauteuil. Un silence lourd, presque respectueux. J'ai posé la main sur le dossier rouge. Mon père résonnait dans ma mémoire. Un jour, tu hériteras de tout ça, ou tu devras le défendre au prix du sang. Il avait raison. J'ai dû faire les deux. Mais quelque chose clochait encore. Dans les documents que Reyes m'avait remis, un transfert attira mon attention. Effectué 2 jours avant la mort de mon père. Une grosse somme, vers un compte privé. Une seule annotation, AR contingence. Ni Victor, ni Reyes ne savaient qui était ce AR. Mais moi, j'avais un doute. Je suis retournée à la source, le coffre personnel de mon père, celui que j'avais failli ne jamais ouvrir au début de tout ça. Derrière une vieille photo de nous deux, prise à un match de basket quand j'étais petite, j'ai trouvé une enveloppe cachée. À l'intérieur, un mot griffonné à la main. Si tu lis ceci, cherche Anton Ridgway. Mon sang s'est glacé. Anton Ridgway. Mon parrain. Un homme dont je n'avais plus entendu parler depuis mes 10 ans. Un homme que mon père avait rayé de notre vie sans jamais expliquer pourquoi. Trop dangereux pour en parler à table, avait-il dit une fois. Et maintenant, c'est lui que mon père m'envoyait chercher. Nous avons mis 2 semaines à le retrouver. Victor, Reyes et un contact dans le dark web ont triangulé sa localisation, un ancien domaine agricole, quelque part près de Digne-les-Bains. Aucune adresse officielle. Pas de ligne téléphonique. Surveillance thermique et panneaux solaires. Un homme qui voulait rester introuvable. La première fois, il ne nous a pas ouverts. Il observait depuis une caméra de sécurité, à bonne distance. Mais quand j'ai sorti l'enveloppe écrite de la main de mon père et que je l'ai tenue à la caméra, le portail s'est ouvert. Anton Ridgway était méconnaissable. Plus mince. Le visage buriné. Mais les yeux, les mêmes qu'autrefois. Vifs. Lucides. Dangereusement intelligents. Tu ne devrais pas être ici, furent ses premiers mots. Je lui ai tendu la lettre. Alors explique-moi ça. Il l'a lu. En silence. Puis il a murmuré, presque amer, alors Richard a fini par t'en parler. Il m'a fait entrer. L'intérieur ressemblait plus à un centre de commandement qu'à une maison, murs tapissés de classeurs, d'écrans, de cartes. Pas de bibelots, pas de photos. Juste de l'information. Nous avons parlé pendant des heures. Et ce qu'il m'a révélé a balayé mes dernières illusions. Mon père n'avait pas bâti qu'une entreprise. Il avait bâti un réseau. Une toile invisible de relations, de leviers, de dépendance. Il contrôlait plus que des bureaux ou des contrats. Il contrôlait des accès. Des gens. Des décisions entières. Anton en était l'architecte de l'ombre. J'étais son homme de l'autre côté du rideau, dit-il. Jusqu'au jour où il m'a demandé de faire quelque chose que je refusais. Quoi? D'éliminer quelqu'un. Quelqu'un qui ne méritait pas ça. C'est ce jour-là qu'il avait tout quitté. Je m'étais toujours demandé pourquoi mon père ne s'était jamais éloigné du système, malgré ses richesses. Anton m'a donné la réponse. Quand on construit quelque chose d'aussi énorme, s'en éloigner ne protège pas. Ça rend vulnérable. Je compris enfin la peur. Le besoin de contrôle. Les sociétés écrans. La paranoïa. Il avait tenté de m'en préserver. Mais il m'avait aussi préparé, sans que je le voie. Il me remit un classeur noir. Mon nom y était inscrit. Protocole Adams niveau 1. À l'intérieur, nom, code d'accès, canaux de secours, compte de secours, identifiant crypté, alliance dormante. Un véritable manuel de survie. Il voulait te protéger de ce monde, dit Anton. Mais il savait qu'un jour, il ne pourrait plus le faire à ta place. Je suis resté 3 jours là-bas.
J'ai tout lu. Tout appris. Quand je suis repartie, je n'étais plus une survivante. J'étais prête à prendre le contrôle. Du vrai. Celui que personne ne montre dans les assemblées. J'ai purgé les derniers noms du conseil. Légalement. Froidement. Définitivement. Et Silas ? Je lui ai envoyé un seul message. Je n'ai plus peur. Depuis, plus un mot. Pas une trace. Il est peut-être en fuite. Peut-être mort. Peut-être qu'il lit ceci en ce moment. Mais peu importe. Car désormais, l'Empire m'appartient. Pas seulement les actifs. L'histoire. L'héritage. L'ombre. Je la porte. Je la connais. Et je l'assume. Mais une dernière question restait. Dans les dernières pages du dossier d'Anton, un nom surgissait. Un homme que mon père avait effacé de tous les systèmes. Un homme que même Reyes ne connaissait pas. Un nom inscrit en lettres noires, dans une enveloppe scellée. Élie Romanov, niveau 0. Je n'avais jamais entendu ce nom. Mais il venait avec une phrase griffonnée en rouge. Si tu vas jusqu'au bout, il faudra passer par lui. Et maintenant, la vraie question n'est plus « Que vais-je faire de l'entreprise ?» mais « Jusqu'où suis-je prête à aller ?» Pour connaître toute la vérité ? Je n'ai parlé de ce nom à personne. Pas à Victor. Pas à Reyes. Pas même à Jenna. Élie Romanov niveau 0. Ça sonnait comme un mot de passe. Comme une menace. Comme une porte scellée au fond d'un couloir que personne n'avait jamais osé ouvrir. Et pourtant, je savais déjà que j'allais l'ouvrir. Je suis retournée au bureau. Mais pas le bureau en surface. Le vrai. Celui que mon père avait conçu en parallèle, caché sous le vernis de l'entreprise, une pièce sécurisée, sans connexion réseau direct, avec un accès biométrique que même les anciens dirigeants ignoraient. Le scanner d'empreinte a clignoté une seconde. Puis la porte s'est ouverte. Sur un écran intégré, un unique fichier, Romanov Protocole 0. J'ai cliqué. Un message vidéo s'est lancé. Mon père. Encore lui. Plus fatigué. Plus grave. Si tu vois ça, Amélie, c'est que tu es allée plus loin que je ne l'imaginais. Plus loin que je ne l'espérais. Et que le dernier verrou doit maintenant sauter. Il marqua une pause, le regard lourd. Élie Romanov n'est pas un ennemi. Mais il n'est pas un allié non plus. Il est le dernier pont. Celui entre mon monde et celui que j'ai tenté de te cacher. Il détient les clés des origines. De nos alliances. Des dettes que j'ai contractées pour bâtir ce que je t'ai laissé. Je retenais mon souffle. Tu n'es pas obligé de le rencontrer. Tu peux arrêter maintenant. Rendre l'entreprise propre. Te reconstruire. Vivre enfin. Un silence. Mais si tu le cherches, il te dira la vérité. Toute la vérité. La vidéo s'arrêta. Un code apparut. Une adresse. En Suisse. À Lucerne. J'ai regardé ce point rouge clignoter sur la carte. Et j'ai compris que c'était la fin. Ou le début. J'ai fait mes valises. Rien d'extravagant. Un ordinateur, 2 carnets, la montre de ma mère, et le dossier rouge. Toujours lui. Victor m'a appelé avant mon départ. Il avait compris. Il n'a posé qu'une seule question. Tu veux que je vienne ? J'ai répondu non. Ce voyage-là, je devais le faire seul. À Lucerne, j'ai trouvé un chalet discret, isolé sur les hauteurs du lac. Clôtures électroniques. Silence total. Un homme m'attendait dans l'allée. Cheveux blancs, costume noir, regard d'acier. Amélie Adams, dit-il sans sourire. Ta ressemblance avec ton père est troublante. Vous êtes Élie Romanov ? Non, répondit-il. Je suis celui qui te conduit jusqu'à lui. Je n'ai pas parlé. Il m'a guidé vers l'intérieur. Et là, dans une pièce sans fenêtre, un homme m'attendait. Vieux. Immobile. Mais ses yeux étaient les mêmes que ceux de mon père. Profonds. Sombres. Fatigués.
Je m'appelle Ellie, dit-il enfin. Et je vais te raconter comment ton père a bâti un empire, en payant un prix que tu ignores encore. Ce jour-là, j'ai appris que mon héritage ne se résumait pas à une entreprise, ou même à un réseau d'influence. Il reposait sur un pacte. Ancien. Silencieux. Dangereux. Une promesse faite à des hommes qu'on ne voit jamais dans les journaux. Qui ne siègent à aucun conseil. Mais qui décident du cours de tout ce qui compte. Mon père avait voulu rompre ce pacte. Il l'avait éliminé. Mais moi, je n'avais pas encore choisi. Alors je suis revenu. J'ai repris les rênes. J'ai purgé le système. J'ai sécurisé tout ce qui pouvait encore l'être. Mais je n'ai pas oublié. Parce qu'un jour, eux aussi viendront. Et ce jour-là, je serai prête. Pas pour survivre. Pour régner. Et vous, si vous découvriez que tout ce que vous possédez est fondé sur des secrets, est-ce que vous détruiriez cet héritage? Ou est-ce que vous le prendriez en main pour en faire quelque chose de plus grand?